Donc, j'accueille Julien, Hugo et Georges également. Georges, merci d'être avec nous. Merci de m'avoir. Donc, on doit aussi dire merci à Hugo qui a été notre contact dans tout ça là, pour organiser tout ça. Ben là, c'est malade, là. C'est le mariage des deux mondes. Let's go! Donc, Alors ça. on va commencer justement, comme je le disais, en parlant un peu du Canadien, du camp actuel. Je serais curieux, après 2 matchs préparatoires, Georges, au niveau des joueurs, est-ce qu'il y a peut-être un attaquant et un défenseur de l'équipe qui t'impressionne davantage, qui t'ont surpris un peu depuis le début du camp? Je vais te dire, ce qui est décevant depuis le début du camp, c'est le fait qu'on joue contre des équipes de la Ligue américaine. C'est tellement dur d'évaluer les joueurs en ce moment avec les niveaux de compétition. C'est sûr que le premier match, Lane Hudson, c'est lui qui surprend le plus, mais encore une fois, les niveaux qu'il a joué contre, comparativement au match que je joué l'année passée contre Détroit, c'est pas la même chose. Fait que, avant même de faire une évaluation, je regarde, je te donne un exemple, le match contre Toronto à Toronto, Toronto qui ont perdu leurs 2 premiers matchs préparatoires, les médias qui achalent déjà l'entraîneur en disant t'as pas un peu peur, vous avez déjà perdu 2 matchs, il va y avoir une bonne équipe à Toronto, puis nous, les jeunes qu'on va envoyer là-bas, là, on va avoir une bonne indication. Ah ouais. Mais le match de hier contre l'équipe D, Lazare, c'était le premier centre. Non, c'est ça. Je veux dire, on a gagné, c'est sûr qu'on allait gagner. J'ai même dit aux gens d'aller bêter sur mise au jeu. La cote était 2,2 sur le match du Canadien. C'était un match facile. Là, fait que c'est pour ça que c'est dur d'évaluer des gars dans des matchs faciles comme ça. T'as-tu trouvé que le premier trio était quand même sloppy? Moi, je trouvais quand même sloppy le premier trio. Là, on jouait contre une équipe de la Ligue américaine. En powerplay, c'est pas pour perdre. Ouais, mais regarde bien. Premièrement, le premier trio, tu joues contre une équipe de la Ligue américaine. Il n'y a pas vraiment de motivation. On sait que les premiers trios cette année vont être solides. Ils n'ont rien à prouver. Puis, tu sais, l'avantage numérique, si les gens veulent parler 0 en 8, Martin Saint-Louis ne travaille pas le désavantage, l'avantage numérique en match pré-saison. Ça, c'est quelque chose qu'ils vont travailler quand l'équipe va être faite pour, genre, les 2 derniers matchs qui va arriver que tu veux jouer avec ton organisation complète. Mais tu ne pratiques pas ton avantage numérique avec des joueurs qui vont s'en aller à Laval. C'est pour ça que l'avantage numérique, hier, les gars s'amusaient, ils essayaient des choses. Mais c'est pas ça qu'on va voir cette année. Là. Probablement, l'année va être dans le premier avantage numérique. Ça va pas être comme ça. Fait que, tu sais, les vétérans, j'ai rien de négatif à dire pour nos gars établis dans ce match-là. Ils veulent pas se blesser. C'est des matchs qui comptent pas. Puis quand ça va compter, on sait que le capitaine va être là. Ben, tu vois, justement, je trouvais quand même que Caulfield se mindait à ce que Laine soit sur le one-T parce que lui, il a passé quasiment tous les avantages numériques à gauche à essayer de distribuer la rondelle. Je ne sais pas si il s'est fait dire éventuellement, tu justement pratiquer ça à soir parce que ça va être là ton futur spot. Non. Non, Martin, il n'a rien dit. Il a même dit. Il était questionné par rapport à ça. Il n'a rien dit aux gars. Les gars faisaient ce qu'ils voulaient. Puis les gars, on s'entend, là. Quand la saison va commencer, qui va être posté de ce côté-là? Non, c'est ça, là. Qui? À droite, ça va être Slap, j'imagine. Non, l'autre côté. Ah, ben c'est Caulfield. Non. Ou Laine. C'est Laine. Ben oui, c'est sûr, c'est Laine. Arrête de niaiser. Hugo, j'ai dit que tu niaisais, tu me testais, là. Arrête de niaiser. Il peut jouer en haut aussi, là. Big, Laine, c'est... Il y a un des meilleurs one-T de la Ligue. Bread and butter, c'est un des meilleurs à cette position-là pour pouvoir le faire. C'est un gars qui a toujours été là. C'est sûr que le Canadien le commence là. Il va avoir des permutations des fois avec Caulfield dans le premier power play. Mais tu sais, Caulfield, c'est un gars qu'on l'a vu l'année passée beaucoup plus responsable défensivement. C'est pas mal lui qui va à la pointe pas mal plus que Laine, que lui, il est beaucoup plus offensif. Fait que c'est pour ça que quand tu regardes ça, puis tu sais, ça va changer des fois durant la saison, là. Caulfield va aller là, mais c'est sûr pour commencer, l'année, ils le mettent dans son bureau à la Ovechkin, puis des one-timers de là, de lui, puis des buts de là, on va en voir plein. Mais tu sais, c'est niaiseux parce que Caulfield, tu sais, je vois bien qu'il est petit, mais moi, tu sais, Suzuki, là, on le sait, là, des fois, quand il va en haut à droite, puis il fait un loop, puis il rentre au centre, puis il fait un top net short side, t'as Laine, t'as Suzuki, puis t'as Madison qui reste en haut. C'est niaiseux, mais c'est lui qui a joué comme bumper, puis qui a des petites mains quick. C'est Caulfield, c'est juste qu'il mesure 5 pieds 8. Ben non, il va se faire tasser. Non, c'est ça. Ben, tu sais, en avantage numérique, t'es un gars de plus, hein. Fait que, tu sais, quand tu dis se faire tasser, tu sais, t'es un gars de plus, fait que la pression, elle n'est pas pareille qu'en 5 contre 5. Ouais, surtout avec Laine. Ah oui, Laine. T'as pas le choix de tricher, là. Non, mais les gars vont tellement bien se passer la rondelle rapidement,
que tu vas voir moins les gars donner moins de pression parce que quand il y a des. Tu sais, quand tu vois Anderson l'année passée qui est sur le côté de la bande qui fait des passes, là, non seulement il ne sert à rien, mais tu peux le presser, il ne va pas être capable de la mettre sur le tape, la palette à quelqu'un. Ces gars-là, avec la rondelle, il n'y a aucun gars à l'avantage numérique qui va perdre son temps pour aller presser ces gars-là. À part si le gars est en troupe, il prend le contrôle de la rondelle, c'est différent. Mais quand tu joues contre d'excellents joueurs, tu sais que ça ne sert à rien de dépenser de l'énergie d'aller mettre de la pression sur le porteur de la rondelle. Tu fais une boîte, puis tu essaies juste d'éclairer les rebonds, puis d'empêcher un lancer direct au gardien de but. C'est drôle que tu parles de mouvement de rondelle rapide. Je ne sais pas si tu as remarqué dans le premier match. En tout cas, moi, c'est l'affaire qui m'a sauté aux yeux le plus rapidement. C'est un peu l'affaire qui m'a fait le plus peur aussi. Mais on dirait que Laine, Dak, il y a déjà une chimie qui s'installe tranquillement. Ça se passe, la rondelle, super rapidement. On dirait que ces deux-là ont déjà un plan dans la tête. Sauf que pour le finish, c'était souvent pas eux qui finissaient le jeu. Ça allait souvent trop vite. On était en retard sur le jeu où le timing n'était pas bon. As-tu peur de ça, toi, un peu? Que ça aille trop vite pour certains joueurs et qu'ils n'ont pas les occasions? OK, bien, pour commencer, encore une fois, c'est dur d'évaluer le premier match parce que tu jouais contre une équipe D. L'autre chose, Dak n'a pas juste fait un an. L'année, il n'a pas patiné de l'été parce qu'il sort du programme. C'est des gars qui vont avoir besoin d'un peu de temps, puis c'est normal, parce qu'il ne s'est pas vraiment entraîné. Puis là, ben, il prend son aise de plus en plus. Ouais. Ils vont être prêts quand la saison va commencer. Je pense que Dak va être plus prêt que Laine parce que c'est quand même la Ligue nationale. Laine, ça va prendre un petit peu de temps. Mais je ne suis pas inquiet quand la saison va commencer. Mais le premier match, encore une fois, d'évaluer le travail qu'ils ont fait contre une équipe D, c'est. Man, t'aurais scoré si t'aurais joué dans ce match-là. Vic, t'aurais scoré. Tous vous autres, vous auriez eu des chances de scorer dans ce match-là. Mais Vic, c'était quand même, à 2 reprises, c'était quand même Newhook qui n'a pas fini le jeu. Puis Newhook va jouer avec eux. Je sais que c'était un club un peu moins fort des Flyers, mais quand même, on s'entend. Le jeu allait un peu vite pour lui. Ouais, mais tu sais, oublie pas que là, plus ça va jouer, plus il va pratiquer, mieux ça va être. Mais là, on va voir des vrais tests qui s'en viennent. Là. Selon moi, c'est à leur tour de jouer. Là. C'est eux qui vont être à Toronto. Là. On en parlera après ce match-là, mais ce trio-là à Toronto, voir comment ils vont se débrouiller contre l'équipe qui va vouloir gagner, ça va être intéressant à voir. Surtout que l'année, il y a un passé contre Toronto. Fait que ça va être intéressant de voir ça, même si c'est un match d'exhibition. Je te ramène un peu au début, tantôt tu parlais de Laine Hutton. Je sais que tu dis que c'est difficile, des matchs préparatoires, ça ne veut pas dire grand-chose, mais tu penses quoi de Laine Hutton depuis le début du camp? Puis as-tu l'impression que s'il y a un joueur recru en défensive qui va avoir sa place dans l'équipe, c'est Hutton? L'affaire, c'est que Hutton, c'est pas avec le camp que je l'évalue, c'est l'année passée. Mm-hmm. L'année passée, quand il a joué contre Détroit, ce que les gens faut comprennent, c'est que le premier match qu'il a joué contre Détroit se battait pour une place en série. Mm-hmm. Le deuxième match, Détroit a été éliminé, mais pas le premier. Quand tu joues contre une équipe, ton premier match en Ligue nationale contre une équipe qui se bat pour une place en série, tu joues au-dessus de 20 minutes, puis tu joues de la façon qu'il a fait contre une équipe qui se bat pour une place en série, ça te montre que ce gars-là est prêt. Ouais, vraiment. Il est prêt. Fait que, tu sais, j'ai aucun doute avec ce qu'on voit cette année, comment il déplace la rondelle, les passes qu'il fait, comment qu'il bouge, c'est sûr qu'il va jouer à Montréal. C'est sûr, il n'y a pas de doute là-dedans qu'il va jouer avec Savard, qu'il va rester plus en arrière. Ils ont dit de s'amuser, de rester lui-même. C'est clair qu'il va jouer là cette année et il le mérite. Il le mérite. Il amène quelque chose que personne d'autre, aucun autre défenseur du Canadien peut faire. Même Madison, qui a sa meilleure saison l'année passée dans les points, puis qui a joué en avantage numérique, puis je vais dire par défaut, parce qu'il n'y avait personne d'autre qui aurait pu faire le meilleur job que lui faisait là. Hudson à la place de Madison, éventuellement, parce que je ne sais pas si on va donner la pression à Hudson d'avoir le premier avantage numérique en partant, mais Hudson, avec la rondelle, 4 armes qui peuvent lancer, oublie ça, t'imagines-tu comment que ça va être dangereux? Hudson va être le Andrei Markov qu'on a eu pendant des années quand le Canadien avait le meilleur avantage numérique de la Ligue nationale pendant des années grâce à Markov. Ouais, c'est un bon call, ça. C'est un bon call, puis on le voyait aussi qu'il était dessus, tu sais, comme, il est mindé déjà à la Ligue nationale, puis il s'est adapté, puis, tu sais, il veut quand même prouver, oui, qu'il peut faire le club, mais qu'il est rendu là. Puis ça mais à date, ça marche, c'est le fin. Excuse-moi, à date, ça marche, c'est le fin, mais ça marche, la journée, c'est qu'il va se faire pincer, là. Il va se faire avoir une fois, puis là, les autres vont faire « Ah, lui, c'est comme ça qu'on va l'avoir. » Est-ce que, justement, ben, en même temps, il est tellement intelligent, il va sûrement s'ajuster. Mais c'est le deuxième effort. C'est le deuxième effort. Ou pas que dans le college, c'est physique. Tout le monde essaie de le pincer, t'es pas capable. Tu sais, tout le monde essaie de pincer Quinn Hughes, ils sont pas capables.
il est habitué que le monde essaie de le pincer. Tout le monde essaie de jouer physique, jouer l'homme avec. Il est trop intelligent pour se faire pincer. Tout le monde se fait frapper éventuellement, mais ce genre de joueur-là est tellement rapide et intelligent qu'il anticipe énormément. Je te dis, ça ne sera pas si facile que ça le pincer. Non, je pense pas. Toi, comment, en pré-saison, comment tu voyais ça quand tu jouais dans NHL? Probablement que ça variait de marché. Tu as fait plusieurs marchés. Comment tu te préparais et comment tu percevais les matchs préparatoires, toi? Ben, ça dépend. Quand tu es recrue, tu te bats pour une place, pour essayer de faire ton nom, pour faire l'équipe. Puis quand tu as des vétérans, tu ne veux pas les jouer. Tu parles à ton entraîneur. Non, mais c'est vrai. Tu parles à ton entraîneur, tu ne veux pas les jouer, tu ne veux pas les jouer sur la route, tu ne veux pas te faire mal. Entre vétérans, on se parle, on a hâte que ça finisse, parce que ça compte pas. Tu sais, tant que tu es un vétéran qui arrive en forme au camp, tu fais les tests physiques, tout est parfait. Les matchs sur concours, quand tu es un vétéran établi, tu sais que ça ne va rien changer, même si tu joues mal. Il y a des vétérans qui arrivent, qui, eux, quand ils sont sur la bulle, ils savent ceux qui sont sur la bulle, puis là, ils vont jouer, ils vont plus se donner. Moi, c'était différent des autres joueurs parce que je suis un homme fort. Fait que quand tu es établi dans la ligue, je savais que je n'avais pas à m'inquiéter de rien. Il n'y a personne qui allait prendre ma place dans ce volet-là, donc je n'avais pas le même genre de pression, fait que c'était correct. Mais d'autres joueurs, c'est un joueur 4e trio, donne-toi parce que, je donne un exemple. Si, je sais pas, moi, Jake Evans a un super mauvais camp. Toutes les games, il se la coule douce, puis il joue comme si c'était facile. Puis t'as Kapanen qui se défonce, puis finalement, on dit, il mérite de commencer à Montréal. Qui va écoper au centre? Ça va être Evans. Evans le sait, ça. Kapanen puis Beck poussent sur Evans en ce moment. Fait que c'est pour ça que lui, il peut pas juste jouer comme le premier trio a fait hier, puis juste ça coulait douce. Il faut qu'il se donne dans les matchs qui viennent pour montrer à tout le monde qu'il mérite encore sa place au centre avec le Canadien de Montréal et non qu'on force de le tasser. Parce qu'en ce moment, les trios à Montréal sont faits. Il faut qu'un jeune vole la place d'un vétéran. Mais pour le faire, avant que le Canadien trade un vétéran ou le mette au balotage, il faut vraiment que le jeune, dans les matchs qui viennent, montre « Hey, moi, je ne retourne pas en Suède, là. Moi, je fais l'équipe là. » Puis Kapanen, tout le monde le voit, là, puis ils vont dire « Oh, wow, il faut qu'on le garde. » En plus, il y a ça qui l'aide aussi, Kapanen veut pas. Le fait qu'il y a un contrat qui lui permet de retourner en Suède s'il ne reste pas avec le grand club, l'équipe est un peu obligée. S'il force la main, ils sont obligés de le garder. Il ne peut pas se dire on l'envoie dans les mineurs, on le reverra plus tard, sinon on le perd pour un an, veut pas. Ouais, mais en même temps, ils vont-tu oser, mettons, Devo, là? Parce que tu parles d'Evans, mais Devo, tant qu'à moi, il est autant en danger, là, parce que lui non plus, c'est pas fameux. Là. Kapanen, là, ils vont-tu oser dire à Devo, essayer d'échanger ou juste de l'art? Ou ils gardent Kapanen comme 13e, puis dès qu'un blessé il embarque, ils peuvent faire ça aussi. Non, là, mais... tu peux pas garder un jeune joueur comme 13e comme ça. Ben, je pense, attaquant, il faut qu'il joue. Oui, le 13e attaquant, ça va être un Pezzetta puis un Barry Boulet. Si Kapanen il est là, c'est pour jouer régulièrement. Dvorak, c'est sa dernière année de contrat. J'ai aucun doute qu'au trade deadline, ils vont l'échanger. Ah, c'est sûr. Ou ce qu'ils peuvent faire avec Dvorak, c'est que je suis sûr que si le Canadien garde 50% de son contrat et tu l'échanges, tu pourrais le passer à une équipe. À 50% de son contrat, des équipes qui cherchent de joueurs de centre avec l'expérience qu'il a, il pourrait aider une équipe. Puis là, mais ça, c'est ce que Beck et Kapanen peuvent faire. Ils peuvent placer le Canadien dans cette position-là. Mais pour faire ça, on s'entend, là. C'est pas le match c'est pas les 2 derniers matchs avec ce qu'on a vu qu'on va se dire OK, on échange Dvorak. C'est les matchs qui s'en viennent. Puis il faut juste qu'il continue à montrer qu'il mérite d'être là, puis on sait jamais ce qui peut arriver. Ouais. 100%. Il faut profiter du fait que tu es là, Georges, pour parler un peu de toi aussi. Je suis curieux, ton camp des recrues, toi, comment tu l'as vécu justement à tes tout débuts? Tu te rappelles-tu de ces moments-là? Oui, je m'en souviens. Ben, c'est parce que moi, c'est tellement différent parce que pendant que moi, je n'étais pas comme Kapanen, puis je regardais Dvorak puis Evans, puis je me disais, il faut que je les déloge au centre. Moi, je regardais les toughs qui étaient au camp, puis j'étais là, lui, il faut que j'y crisse une volée. C'était pas la même chose partout. C'était pas mal plus épeurant que ce que les gars font là. Tu sais, c'était comme, dans le temps en plus, que c'était super tough. Tout le monde, toutes les équipes avaient des toughs. Il fallait que je regarde le gars le plus gros l'autre bord, puis je me pogne avec. C'est ça qu'il fallait que je fasse. Puis il n'y a personne qui me donnait de trucs, qui venait me voir. Moi, j'avais pas de...
Moi, j'aide Rampage, j'aide Jacky, tout le monde. Il n'y a personne qui est venu me voir m'aider à me battre, comment faire ci, comment faire ça. Il fallait que j'apprenne moi-même. Fait que c'était très énervant les camps d'entraînement pour moi. Puis, tu sais, je veux dire, il faut que tu fasses ta place parce que sinon, ils vont prendre quelqu'un d'autre. Fait que je l'ai fait. J'aimais pas ça, mais je l'ai fait. Puis écoute, j'aurais jamais pu penser qu'en 13 ans de carrière, j'aurais eu la réputation d'un des meilleurs de la Ligue. T'sais, pendant des années, j'aurais jamais pu penser d'avoir cette réputation-là parce que c'est tellement pas moi dans mon ADN de me battre, c'est tellement pas moi personnellement. Mais c'est juste que quand tu es sur la glace, il faut que tu deviennes un animal pour faire ça, il faut que tu sois un gladiateur. Puis je me disais dans ma tête, si j'aime pas ça, je suis aussi bien être le meilleur. Parce que si je deviens le meilleur, le monde va me craindre, puis j'aurais pas besoin de le faire autant. Parce que c'est pas le nombre de fois que tu te bats qui définit si t'es tough ou pas, c'est pas ça. C'est quand t'es craint, puis le monde respecte ton équipe, ton travail est fait. Tu n'as même pas besoin d'acheter les gants. Puis éventuellement, ma réputation, c'est ça que ça l'a fait. Je n'avais pas besoin d'en faire aussi souvent parce que mon équipe était super respectée, surtout par les hommes forts. Même Chara, s'il a peur de toi, il t'a body slam à la place de se battre. Non, ce qu'il a fait, Chara, c'est le... Non, mais la technique qu'il a faite, ça s'appelle pull the shoot. Quand tu te bats contre un gars, puis tu as peur, puis tu veux pas te faire mal, tu pognes le gars par le chandail, puis tu te laisses tomber sur le dos. Fait que lui, ce qu'il a fait, il a pris mon chandail, il s'est laissé tomber sur le dos pour que je tombe dessus. Comme ça, dans les stands, tu regardes, on dirait qu'on a perdu le ballon, mais n'importe quel joueur dans un combat qui prend ton chandail, qui tombe sur le dos, tu tombes dessus, ben, c'est fini le combat après. Je peux pas le faire signe, je tombe dessus. Mais lui, il a fait ça parce qu'il préférait que je tombe dessus, jeter sur le dos, que manger un coup de poing dans la face puis se faire mal. Ouais. Non, c'est sûr. Ah, c'est tout pareil.